J'étais particulièrement ému au moment de monter sur cette estrade, parce que c'est un petit peu impressionnant de vous voir tous, mais aussi parce qu'en fait, ce matin, la qualité du débat et des débatteurs nous a et m'a beaucoup nourri au point que je me suis isolé dans une salle pour essayer d'intégrer dans le petit papier que j'avais préparé pour vous quelques éléments qu'ils ont pu m'apporter. Ça créera peut-être une confusion, mais je voulais dire ce mot avant de commencer. Qu'est-ce que vient faire, dans un débat aussi riche de sens, une réflexion sur le phénomène de la transgénération? En fait, j'ai deux réflexions. Une première économique, c'est que le poids économique de toutes ces associations, si on devait y mettre en face une rémunération du type du SMIC, le poids du travail que les mères font dans l'éducation de leurs enfants, donc des graines qui vont nous faire vivre demain, le poids de tout ce que vous faites vous est très important, mais il n'est pas qu'économique. Et je voudrais un peu voyager avec vous sur cet aspect spirituel et culturel de la transgénération. Qu'est-ce qu'au-delà du fait de donner une maison, d'une aide matérielle dans un moment où les enfants en ont besoin, les générations s'apportent? Parce qu'en fait, ça ne se limite pas, bien entendu, aux grands-parents qui donnent aux parents, c'est tout le monde donne. Et si on savait combien les enfants nous enrichissent, l'ascenseur fonctionne dans les deux sens. Et je voudrais aller à fond dans le problème de la famille, puisqu'en fait le reste va ou va être abordé. Je vais commencer par raconter une chose qui m'a beaucoup frappé à Noël. Nous étions en train de fêter Noël en famille, et une cousine, Françoise, à Avignon, de façon impromptue, nous raconte comment elle a préparé Noël. Elle est une famille nombreuse, avec des problèmes bien entendu, et elle met un soin tout particulier à préparer cette fête de Noël dont elle connaît les bûches et les embûches. Et elle nous raconte qu'elle avait trouvé 5 petits diamants qui venaient d'une grand-mère très connue en nom dans la famille, mais que personne n'avait connue physiquement, une grand-mère légendaire, et qu'elle avait monté, parce qu'elle sentait sa fin prochaine, elle avait monté un petit bijou pour chaque enfant avec chacun d'un des diamants. Réaction des enfants, ils sont contents bien entendu, ils se mettent à pleurer. Gloup. Et pourquoi les enfants pleurent-ils un cadeau qui vient d'une grand-mère qu'ils n'ont en fait jamais connue? Et je me suis dit, mais il y a une part de subjectif formidable dans ce que les générations peuvent se transmettre. Ce n'est pas seulement des choses qu'on désire, mais c'est des choses qui sont malgré nous emportées. Cette part d'irrationnel, c'est le fil d'Ariane qui transporte de génération en génération nos acquis. Les financiers distinguent ce qui est du ressort de la consommation immédiate des richesses, dont le droit d'usage est court, d'autres choses qu'ils appellent le patrimoine, et le droit d'usage est long. Eh bien, ce patrimoine durable que vous transmettez, c'est une des premières richesses des seniors retraités. Nous sommes faits pour transmettre, et c'est avec le goût du projet, deuxième élément, nos raisons d'exister. On existe parce qu'on a des projets, plus de projets, on n'existe plus. Et la transmission est un élément constitutif de notre raison d'être là. D'ailleurs, les présidents de la République n'hésitent jamais à faire des statues en souvenir de leur passage. Ils ne résistent même pas à cet assaut-là. Donc, restons un moment, si vous voulez bien, sur ce problème de la génération. Le subjectif l'emporte souvent dans notre volonté de transmettre, ce qui nous paraît essentiel dans nos valeurs. Pourquoi ? Comment vivre ce qu'on appelle souvent le défi intergénérationnel et découvrir qu'en fait, ce n'est pas un défi, mais c'est une force. Alors la génération, si on veut s'y arrêter une seconde, c'est d'abord un problème, comment la définir? C'est d'abord un problème de place. Avant d'entrer dans cette réflexion, tentons de définir ce qu'est une génération au sein d'une famille. Nous connaissons tous des éternels adolescents et de très jeunes déjà vieux. À mes yeux, c'est leur statut dans la famille, plutôt que leur âge précis, qui va déterminer leur génération. C'est la conscience et le degré de leur responsabilité. La génération, c'est beaucoup une affaire de place et de responsabilité. Et la conscience de la responsabilité détermine leur place. Le problème de la place de chacun est décisif. La bonne tenue de cette place va expliquer pour une grande part les conflits de positionnement dans la famille. C'est pour ça qu'on appelle cette question le défi du intergénérationnel. En fait, chacun défend sa place. La place qu'il estime avoir et celle qu'il estime avoir est celle de sa génération.
Voilà, je crois, comment on définit une génération. Bien sûr, il y a d'autres moyens de la définir, la génération des retraités, mais le curseur est déjà très flou parce qu'on l'a vu ce matin, on le verra demain. Les retraités sont très actifs, les jeunes étudiants sont aussi très actifs. Donc c'est la place dans la famille qui détermine pour beaucoup le phénomène de la génération. Pourquoi cet attachement à transmettre? Pourquoi ne pas laisser sa progéniture faire son éducation et passer à l'épreuve du réel ce qui lui paraît ses choix de vie? Nous retrouvons là la notion d'héritage qui transcende notre passage sur Terre. Cela est vrai du monde chrétien. Nous passons le jalon parce que nous pensons que nous léguons des valeurs qui font avancer le monde. Mais ce passage de relais n'est pas sans réticence. On oscille toute sa vie entre la découverte léguée par d'autres et sa validation par l'expérience qui va nous permettre de se l'approprier. Nous ne pouvons pas exister sans nous être approprié ce que l'autre nous transmet. C'est un passage par le fer de la preuve. En d'autres termes, on se pose en s'opposant. Cette seconde source de conflit est essentielle dans le conflit intergénérationnel. Une place, certes, mais avec des choix de vie soigneusement validés. Qu'est-ce que chaque génération attend de celle qui la précède ou qui la suit? Comment optimiser cette relation? Commençons par les parents. Dans ce moment du siècle où tout paraît aller si vite, il leur faut éduquer dans le tumulte. La quête de sens est présente partout. Le café philo est à la mode. L'émotif est séduit, mais la tête a du mal à suivre. Aujourd'hui, être parent, c'est avancer avec confiance dans l'obscurité de l'avenir. Ils découvrent que l'éducation n'est pas seulement spontanée, elle s'apprend. La force d'être deux, père et mère, est une force qui peut être complémentaire, mais pour l'être, elle suppose l'acceptation du point de vue et des méthodes du conjoint. En soi, la recherche de cette harmonie est déjà un apprentissage auquel les enfants participent beaucoup sans le savoir. Nos enfants nous éduquent beaucoup. Tous apprennent sur le tas au fur et à mesure. Le dialogue est essentiel, il nous faut sans cesse valider, consoler et repartir. Que faut-il privilégier? Retrouver le dialogue avec ses parents, là je parle des enfants, retrouver le dialogue avec ses parents pour mieux comprendre dans le temps, donc dans la durée, la valeur de ce qui est intemporel. Les parents apprennent certes des grands-parents l'apport de leur expérience, mais en respectant leur liberté de choix et de priorité. Ne pas juger pour pouvoir rester un refuge, mais manifester sa conviction pour rester un socle. Tout va si vite pour eux. Il faut les aider à souffler un peu. Nous sommes très sollicités, entre guillemets, pour garder les enfants. Ce moment est délicieux, bien qu'éprouvant physiquement, mais il apporte aux parents les moments dont le couple a besoin pour se retrouver. Tentez de terminer par un café détente où vous allez échanger et partager vos points de vue sur les enfants, bien sûr, mais aussi sur les faits de société, ainsi qu'entretenir et partager des liens. Pour les chrétiens, une messe ensemble a souvent plus d'apport qu'un déjeuner de famille, où chacun explique, entre guillemets, à sa façon, sa place. Voir les deux célèbres films, Le Conte de Noël, où tout le monde s'arrache à la fin du déjeuner, et plus récemment un merveilleux film qui s'appelle Le Prénom, où c'est un peu la même situation. Un mot sur l'aide financière. La crise économique modifie la nature de l'aide matérielle entre générations. On l'a vu ce matin avec les statistiques de M. Aubry. La nôtre a connu l'aide financière aux grands-parents bénéficiaires du minimum vieillesse seulement. Aujourd'hui, il est courant d'aider ses enfants. Comment faire? Attention, la façon de donner compte autant que ce que l'on donne. Ne pas mettre ses enfants dans une perspective de dépendance. Faites savoir de façon officielle et non culpabilisante que vous êtes là au cas où. C'est une manière de les aider à oser et de se prouver qu'ils ont su passer l'épreuve. Attention aux traces familiales de cette aide. Si elle est importante, pensez à rééquilibrer dans vos dispositions testamentaires pour ne pas entretenir perpétuellement une source de conflit intergénérationnel. Concernant la relation des grands-parents et des petits-enfants, les grands-parents sont là pour ouvrir des perspectives et transmettre des règles. L'accès au jardin secret des enfants est souvent difficile. C'est l'heure de ce que j'appelle les fenêtres de tir. L'enfant est souvent secret et il redevient, sous le coup d'une émotion, tendre, ouvert et écoutant. Cela dure 1 heure ou 2, voire un après-midi. C'est là que votre message doit le rejoindre.
Votre disponibilité est essentielle. Pourquoi ne pas fabriquer les conditions de ce moment privilégié? Apprenez à comprendre ce qui l'ouvre à ces moments. Racontez des histoires, votre histoire. Grand-père disait souvent « Quelle guerre as-tu fait ?» Je riais beaucoup en t'entendant ce matin. « Papy a fait la guerre, laquelle ?» La visite de leur univers imaginaire est une clé d'entrée précieuse. La visite de l'Église, la maison de Jésus, la découverte du catéchisme de plus en plus réclamé par les enfants constitue un trait d'union et d'ouverture sur des repères déjà très précieux. J'ai beaucoup constaté autour de nous que les grands-parents emmènent leurs enfants à la maison de Jésus et que cette visite marque beaucoup les enfants et qu'on y plante des graines. Un mot sur l'autorité. Mamie est la plus sévère, mais ça vaut mieux, disent les enfants. Les petits-enfants acceptent la fermeté lorsqu'elle est juste. Attention, ils comprennent beaucoup de choses et savent les ravages faits autour d'eux par le laxisme de chacun. Soyez exemplaires sur vos principes enseignés, mais ayez plein de défauts avoués. Il faut être visible pour être identifié. Le mensonge est un poison, d'autant plus que l'on ne sait pas toujours qui gère qui. L'enfant est un redoutable négociateur qui perçoit pratiquement tout ce qui l'entoure. Bien sûr, la place des parents doit être non seulement respectée, mais promue. Vous n'êtes le chef qu'en leur absence, et cela ne détruit en rien l'autorité des uns et des autres. Et les enfants, qu'attendent-ils? Ils vont consciemment ou non vers ce qui les affranchit. C'est ça la règle. On trouve cette règle dans la Bible, tu quitteras ton père et ta mère. Ils vivent dans une constante dualité entre le besoin d'un cadre qui peut aller jusqu'à une cellule et la recherche confuse d'une liberté qui les affranchit. Dans ces moments, le dialogue est fermé, mais arrêtons-nous sur la raison de ce blocage. Le mystère de la porte d'entrée de la communication entre les êtres, dont la clé universelle est la façon de gérer un différend, voire un conflit sérieux, donne aux enfants deux perspectives. Une première perspective où ils sont écoutants, consentants, on trouve cette période jusqu'à 9-10 ans, et une deuxième période où ils se posent en s'opposant. C'est pour eux passer au fer de la preuve tout ce qu'on leur enseigne. Et comme le discours n'est pas le même chez les grands-parents et chez les parents, chacun s'étonnant d'ailleurs que, tiens, il n'est pas le même chez toi que chez nous, ils s'enrichissent de tout ça et ils en font ce qui les constitue. Chez les parents d'abord et des références, des points d'appui, c'est surtout l'exemple de la vérité et la justice qui a entendu les enfants dire « c'est pas juste ». C'est pas juste, qui n'a pas dit ce mot en classe ou en famille, l'enfant, et c'est extraordinaire, sent très tôt que l'équité et non pas l'égalitarisme est la base du devenir du monde qu'ils sont en train de découvrir. En fait, quelle richesse pour la société les différentes générations. On observe que ce n'est pas seulement une richesse matérielle du don manuel, c'est une richesse d'expérience transversale et de graines qu'on plante pour demain. Cette exploration transversale démontre combien ce phénomène de la transgénération occupe une place importante. Sa richesse n'est pas seulement économique au travers du patrimoine transmis au Marcel, elle est fondamentale, car ce que nous avons vécu et ce qui est dans nos bagages de façon consciente ou non, va constituer une valeur ajoutée qui fera progresser, je le crois avec l'aide de Dieu, notre monde vers plus de sens. Et je l'espère, plus de spiritualité, faisant en sorte que la transgénération soit plus une force qu'un défi. Quelqu'un parlait de fécondité qui doit l'emporter sur, je ne sais plus quel était votre terme, mais j'avais noté que la fécondité doit l'emporter sur la saisie conservatoire des biens, des idées et plus loin encore des personnes. Je voudrais conclure ce sérieux discours sur une note d'humour. Je ne sais pas si je suis dans les temps d'ailleurs, ça va, on est bien, pile poil. Je voudrais conclure ce trop sérieux discours sur une note d'humour en remerciant nos enfants et petits-enfants d'avoir tant contribué à mon éducation. Et merci au MCR et à la présidente de m'avoir autorisé ce voyage dans ce qui est le transgénérationnel. Voilà, merci.